Merci énormément d'avoir cliqué sur le lien, mesdames et messieurs. Merci d'être curieux de ce podcast. C'est super apprécié. Dans un nouveau studio, tout le monde? Et où on entend l'écho, hein. Tu vois que je manque de déco présentement. On est là-dessus. On est là-dessus tranquillement. Attention aux gens qui ont été là pour les 3 derniers épisodes. J'ai toujours une lampe Java. OK? Bien important pour moi d'avoir une lampe Java. Elle ne marche pas par contre. Elle fait juste allumer. Il y a une espèce de petit moton de lampe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une lampe Java. On va aller voir. On va aller voir plus tard. Mais bref, énormément content tout le monde d'être dans ce nouveau studio qui est mon appart, qui est mon bureau dans mon appart. Bien hâte de vous montrer le fini de ce bureau. Vous allez voir ici ces deux murs-là, là, ça, il va y avoir quelque chose de le fun. Alors rapidement, là, avant qu'on passe à l'épisode, tout le monde, juste vous rappeler que j'ai un Patreon avec ce podcast-là. Ça, ce que ça veut dire, un Patreon, c'est que c'est un genre de OnlyFans pour les podcasters. Il y a aussi des gens sur Patreon qui font des trucs sexuels. Et ça ne me regarde pas. OK? C'est seulement du contenu exclusif que je donne aux gens qui s'abonnent à mon Patreon et non du contenu de graines. Bien important de le répéter. C'est du contenu exclusif de podcast seulement. Ça, ce que ça fait, c'est quand tu te connectes à mon podcast, tu peux payer quelque sorte de niveau d'abonnement. J'ai 3 niveaux. J'ai le premier niveau que tu as juste la version audio du podcast à l'avance. Fait que ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Tu as l'autre niveau aussi, juste un petit peu plus cher, qui est 5 $. L'autre était 3, lui, il est 5 $. Que tu as la version audio et vidéo d'avance. Donc, tu as un lien YouTube qui t'est donné avant tout le monde. Si tu apprécies le podcast, si tu aimes chaque semaine avoir les invités d'avance, abonne-toi à ça pour la version audio-vidéo. Et de la troisième, qui est la version audio-vidéo et contenu exclusif. Ce qui va arriver éventuellement, ça va être des shows, ça va être des numéros d'humour. Éventuellement, là-dedans, peut-être de se faire des tatous, de tisser serré. Non, ça c'est vraiment intense. Mais ce que je veux faire, par contre, c'est te remercier personnellement en disant la phrase « Ce podcast est commandité par » le nombre de personnes qui vont s'abonner à ce type d'abonnement qui est 8 $ par mois. Donc, à 8 $ par mois, tu es abonné à mon podcast audio, vidéo, tu as tout d'avance. Et en plus, à chaque podcast, je dis merci à Antoine Bellil de commanditer le podcast. En fait, la phrase, c'est ce podcast est commandité par Antoine Bellil. Merci d'être là. Fait que tu as ton nom. Et je sais que les Patreons pour le monde, tu te dis, hey, pour de vrai, je peux attendre une semaine ou deux et j'ai le podcast gratuitement. Ça ne me sert à rien de payer. Puis je comprends qu'il y a plusieurs personnes, probablement, qui regardent mon podcast ou qui écoutent mon podcast, qui sont dans des situations financières qui font en sorte que ben, tu ne peux pas payer. Pour un autre genre de Netflix, mais que c'est un Québécois du nom de Jay Fournier qui parle dans un micro. Mais si jamais ça t'intéresse, oublie pas que cette contribution-là, c'est aussi pour encourager mon art, encourager ce que je fais comme contenu, encourager le podcast, que ça reste en vie et que je puisse éventuellement juste arriver kiff-kiff avec tout ça. On s'entend que je ne quête pas d'argent présentement, j'en ai pas besoin d'argent, je fais ça pour le plaisir puis parce que ça me tente énormément. Mais si jamais tu me donnais un petit heads up, un thumbs up, vas-y pour un abonnement, ça va me faire le plus grand des plaisirs de vous avoir dans ma communauté, Jay Fournier. Et il faut savoir aussi que c'est pour le podcast C'est serré, mais Jay Fournier, en tant qu'humoriste, va aussi offrir du contenu exclusif à cet endroit-là. Fait qu'éventuellement, si je sors un spectacle d'une heure que je veux sortir gratuitement, ben, je vais le sortir gratuitement seulement pour mes membres Patreon. Fait que si tu es membre Patreon, tu vas pouvoir écouter mon show gratuitement. Puis éventuellement, ben, les gens qui ne sont pas membres, ils vont payer des milliers de dollars pour voir ce show-là. Fait que t'es gagnant. Tu sais, dire? Fait qu'oubliez pas d'aller sur Patreon si jamais ça vous intéresse et laisse un comment, un like, un partage. Si jamais t'aimes ce que tu as entendu, t'aimes comment comment je fais mes discussions, en fait. Clairement, je cherche le mot. Là. Si jamais t'aimes ça, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un avis sur Apple Podcast, laisse-moi un avis sur Spotify. Ça fait en sorte que quand tu me laisses des avis, les gens lisent les avis, font « Ah, cool! » Il y a d'autres mondes qui ont fait « Oui, like, 5 étoiles, puis j'aime Jay Fournier pour telle raison, peu importe. » Fais-les. Si jamais ça te tente, ça va m'aider, puis ça va aider les autres qui vont venir sur mon podcast en faisant « C'est qui ce style-là? »
Puis ils vont lire ça, puis ils vont faire « Wow, OK, ça peut être le fun ». Fait que merci énormément encore une fois d'être là. Merci de contribuer au podcast Tissé Serré. Et je vous laisse sur ce podcast immédiatement, mesdames et messieurs. Have fun! Ciao, ciao! Confident. Ben, je suis prête, moi aussi. Merci énormément, Catherine, d'être sur mon podcast Tissé Serré, qui est un podcast que tu connais énormément. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment. J'ai le temps d'écouter tous les podcasts au Québec. C'est sûr, t'écoutes pas de podcast? Non, j'en écoute de temps en temps, sincèrement, mais ces temps-ci, dans les dernières semaines, j'étais pas très assidue sur mes affaires. Depuis l'annonce de ma candidature à la mairie de Longueuil, que je combine avec mon poste de député, que je combine aussi avec ma vie personnelle. Ouais, c'est ça. J'ai comme pris bien du retard dans bien des choses que j'avais l'habitude de faire. Ben, je comprends. Puis t'es tellement smart, si je peux dire, smart, de venir sur mon podcast. Là, je te l'ai pas demandé, mais je peux-tu t'appeler Catherine, puis je peux-tu te tutoyer? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est le petit nom que j'ai écrit dans voilà. la boîte, juste Catherine, c'est parfait. Sinon, ce serait Madame ou Mademoiselle Fournier. Puis on partagerait vu qu'il était déjà écrit Fournier une fois dans l'écran. Oui, c'est ça. C'est tout le temps un classique quand tu rencontres des gens qui ont le même nom de famille que toi, qui sont comme « Tu connais-tu Claude? » T'es comme « Non, je connais pas Claude. Je sais pas c'est qui. » Oui, surtout Fournier, là, je veux dire, c'est quand même un des noms de famille les plus communs au Québec. Là. Je suis pas sûre. Ça serait étonnant qu'on ait le même Claude en commun. T'sais. Oui, mais le pire, c'est que je parlais avec un Acadien il y a pas long. En tout cas, je dis il y a pas long, ça fait 1 an. Okay. Puis il me disait que Fournier, c'était acadien. Puis c'est ça, j'ai de la famille acadienne que j'ai appris que j'avais. Fait que je sais pas si tu es au courant de ça. Oui, ben c'est entre autres, il y en a beaucoup des Fourniers de la Gaspésie, puis peut-être plus de l'Est du Québec, l'Acadie, tout ça, ailleurs au Canada. Mais en fait, il y a 4 ancêtres Fourniers qui sont arrivés de la Nouvelle-France. Donc, il y a 4 branches de Fourniers au Québec. Okay. Mais la branche la plus nombreuse, si on veut, c'est ceux qui viennent effectivement de l'Est du Québec. Mais ce n'est pas la mienne. OK. Donc, on ne doit pas avoir la même lignée familiale. Non, on n'a pas la même branche. C'est donc bien bon à quel point tu connais l'histoire des Fourniers. Oui, ben, c'est ma grand-mère qui a fait des recherches là-dessus, elle-même qui n'est même pas une Fournier, là, mais elle avait regardé ça et elle m'avait dit « Ah, toi, t'es dentelle, je ne me rappelle plus c'était quoi son nom exactement, là, si c'était Pierre ou quelque chose comme ça. » Je pense que c'est comme Guillaume, le gars, le premier, je pense. Oui, exact. Mais il y en a eu 4, puis moi, je suis dans la plus petite des lignées des Fourniers. Parce qu'il y a une bonne chance que la plupart des Fourniers au Québec, j'avais pas nécessairement bien de parenté avec eux. OK, je comprends ça. Moi, je suis tellement le genre de personne qui... J'aimerais vraiment ça, comme savoir je viens de où. Mettons, j'aimerais ça. Tu sais, les tests génétiques, là, tu peux envoyer genre... Oui, ils peuvent te dire, là, tu viens de quelle région du monde, c'est ça. Pourcentage. Exact. Mais à chaque fois, je suis comme, hey, ça m'intéresserait full de le faire. Mais il y a une partie de moi qui se dit « Ah, ça me tente-tu de prendre un Q-tip, me le passer dans la bouche, le mettre dans un échantillon, l'envoyer? » Je trouve que c'est trop demandé. Ouais, c'est ça. Tu voudrais avoir juste un scanner, là, ça. Oui, c'est ça, j'allais dire. Comme, prends juste une photo de ma face, puis dis-moi une semaine plus tard, genre, je viens de où? Ça aurait été excellent. Mais Catherine... De toute façon, dans nos cas, en passant, ça va être 95% France, là. Oui, absolument. Il y a juste on dirait que j'aimerais ça me faire dire comme... Mais pas j'aimerais ça, mais tu sais, ça serait drôle de me faire dire comme « Hey, t'es aussi un peu allemand. » Puis je serais comme « Ah ouais! » Ça vient d'où, hein? C'est comme... Ouais, c'est ça. Mais... Curiosité. Ouais. Catherine, je suis tellement content que tu sois sur mon podcast. Écoute, j'ai fait des recherches sur toi. Je t'ai vu passer dans plein d'affaires parce que là, tranquillement, là, tu prépares ta candidature pour la mairie de Longueuil. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Crème, elle est jeune, cette fille-là, pour faire ça. » J'ai fait des recherches. Là, je parlais avec mon gérant, Bastien, avec qui tu communiquais, qui, lui, est un gars super éduqué au niveau politique. Il était comme « Oui, c'est super impressionnant ce que cette fille-là a fait. » J'ai fait « Hey, il faut qu'on jase. » Fait que je suis content que tu aies dit oui à cette... Ben, ça me fait plaisir. Merci sérieusement pour l'invitation. Ben, ça fait tellement plaisir. Puis moi, j'aime ça comme commencer du début quand même. Tu sais, comme je te disais tantôt avant qu'on commence à enregistrer, que tu sais, ça me tente qu'on parle full de ton métier, mais ça me tente qu'on parle full de toi aussi, Catherine Fournier. Puis je veux savoir, toi, tu viens de la Rive-Sud? Tu viens de où, de la Rive-Sud?
Je viens de Sainte-Julie. Sainte-Julie, Sur la OK. Rive-Sud, ouais. Puis tu as l'air Donc, super contente d'ailleurs de ouais, venir de. ouais, ouais, mais non, je viens de là, très fière. OK, OK, cool, cool. À Longueuil depuis quelques années maintenant, mais j'ai OK. habité presque toute ma vie à Sainte-Julie, par la suite un peu à Montréal pendant mes études. Puis là, ben, je suis établie à Longueuil depuis 5 ans maintenant. T'es à Longueuil depuis. Ma famille est encore à Sainte-Julie. OK. Puis toi, tes parents sont-ils encore ensemble? C'est une famille. Oui, mes parents sont encore ensemble, très, Ouais. très heureuse de ça. Oui, ils ont fêté leur 30e anniversaire de mariage en 2019. Et Fait que peu tout. ça mes calculs 32. C'est ça, donc mes parents sont encore ensemble. Ils ont la maison familiale encore à Sainte-Julie. C'est la même maison que tu as grandi, ils sont encore là. Ben, j'ai habité, dans le fond, j'ai déménagé là quand j'avais tout juste 7 ans. Fait que ça fait quand même un petit moment maintenant OK. qu'ils sont à la maison. D'ailleurs, ils sont en train de faire des grosses, grosses rénovations et ils sont toujours ensemble et heureux. Fait que ça veut C'est dire malade. hein, ils sont vraiment faits pour l'un pour l'autre. Ouais, ouais. Et mes deux frères, parce que je suis aussi l'aînée de 3 enfants, donc j'ai 2 plus jeunes frères. Et ils habitent tous les deux aussi à Sainte-Julie. Le plus jeune des deux habite toujours chez mes parents. Et, il y a quel âge, mettons? Il y a 24. OK. 24. Encore très correct. Tu m'avais dit. Mais lui, c'est parce qu'il veut rendre son argent, là, puis il a acheté une maison directement. Puis on sait que c'est pas facile. C'est pas facile en ce moment d'acheter. Fait que je pense qu'il est plus en attente. Puis il y a eu la COVID, tout ça. Ça a fait en sorte qu'il reste un peu plus longtemps chez mes parents. Sinon, mon autre frère, il a 27 ans, donc on a exactement 2 ans de différence. Puis lui, il a acheté une maison là, l'année dernière avec sa blonde. Puis là, il attend un petit bébé pour la fin de l'année. Non. Donc, je vais devenir tante. Et là, c'est le gros, Malade. le gros highlight de mon année 2021. La fille, elle se présente à la mairie, puis mon highlight, l'enfant de mon frère. C'est classique. Oui, exactement. C'est ça. Est-ce que, mettons, t'es du type... Parce que moi, récemment, j'ai un ami qui a eu un enfant, puis il m'a montré la photo du bébé, puis à chaque fois, je suis comme, hey, je sais pas s'il est beau ou il est pas beau. Puis à chaque fois, je me dis, c'est quoi je réponds, tu sais? T'es-tu du type à trouver les enfants aînés, les enfants naissants beaux? T'es-tu de... Moi, je suis bien gaga sur les enfants puis sur les bébés. Fait que moi, je les trouve tous beaux. Puis au contraire, je trouve que... Je sais que c'est un grand débat, là, les bébés naissants. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? J'ai déjà eu cette conversation-là avec quelques personnes. Moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça trop mignon, des enfants, des bébés surtout. Puis oui, objectivement, là, ils sont peut-être pas super beaux, mais ils sont pas bien formés non plus. Là. C'est une petite boule là, de graisse puis d'amour. J'aime ça objectivement. Objectivement, c'est sûr, c'est pas l'affaire le plus... Tu sais, ça reste une... Non, mais c'est cute, c'est délicat, ça sent bon. Faut en prendre soin. Je sais pas, ça... Ouais. Ah, mais c'est cool. Fait que toi, dans le fond... Fait que c'est ça, tu viens de Saint-Julie, t'es là depuis que t'es jeune. Tes parents sont encore ensemble, ce qui est super impressionnant. Mes parents sont encore ensemble aussi. Oh wow! Écoute, on a ça en commun. Puis c'est vrai que c'est quand même plutôt rare. C'est rare! C'est fou comment c'est rare parce que j'ai un ami qui me parlait de ça, que ses parents sont séparés. Puis il était comme toi, ça paraît tellement que tu as eu des parents ensemble. Là, je suis comme, ah, pourquoi? Puis il est comme, parce que t'es tellement lover. Tu sais, dans le sens, moi, j'aime les couples unis qui sont ensemble depuis longtemps. Tu sais, moi, j'ai une copine avec qui je me dis, c'est sûr, je finis ma vie avec parce que mes parents, c'était ça. Les gens qui, leurs parents sont séparés, on dirait qu'ils sont comme plus... un peu plus cyniques par rapport à l'amour? Ouais, peut-être. Ben, je pense que c'est comme... Ce phénomène-là, on le voit souvent dans la vie, pas juste par rapport aux relations, tout ça, mais souvent, quand tu as connu un modèle X, c'est soit que tu veux répliquer exactement la même chose, ou soit que tu veux faire totalement le contraire. On dirait qu'il y a comme deux catégories de gens. Puis moi aussi, je suis un peu comme toi. C'est sûr que je vois mes parents. Puis pour moi, mes parents, c'est comme le modèle idéal. Hein. C'est des gens ils sont encore amoureux depuis 30 ans. Je trouve ça beau. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir offrir ça un jour à mes futurs enfants, puis d'avoir une famille comme ça. Mais je sais aussi qu'il y en a, si j'en connais, mettons que des gens dont leurs parents sont encore ensemble, puis qu'eux ils disent « Ah, je suis pas sûre que j'y crois », puis qu'eux, ils voient le modèle totalement un peu inverse. Puis autant les gens qui ont eu des parents séparés, il y en a qui effectivement ils croient juste pas parce qu'ils n'ont pas eu ce modèle-là. Ou il y en a d'autres qui disent « Ben moi, justement, j'ai tellement souffert la séparation de mes parents que c'est sûr
Ouais. que je veux absolument faire tout en mon pouvoir là, pour avoir un couple et une famille unie dans le Ouais, futur. c'est ça. Que ce soit l'inverse complètement, que ce soit comme hey, moi, je l'ai pas vécu, puis je veux le vivre, mais avec mes enfants, tu sais. C'est sûr que ça existe, là. Mais, Ouais. mais moi, c'est drôle parce que moi aussi, mes parents sont encore super amoureux. Puis à chaque fois que je regarde ça, je me dis OK, mais je comprends pas comment. Tu sais, je sais pas si tu as eu des longues relations dans ta vie, mais je me dis, je comprends pas comment tu fais pour autant être tellement amoureux après genre 40 ans. Moi, mes parents, je pense que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Je trouve ça tellement beau, là, comme. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement quelque Mm. chose de différent qui n'existe pas, genre. Je sais pas si c'est Mm. les générations. Tu penses que c'est les générations que c'est comme. Un peu, mais tu sais, il y a la simplicité. Je pense que la simplicité est importante aussi. Tu sais, on a peut-être que les nouvelles générations, parce que tout est instantané, tu sais, les communications, tout devient un peu éphémère aussi, donc les relations, t'as Ouais. toujours j'ai l'impression qu'il y a comme le syndrome de, tu sais, le gazon est peut-être plus vert ailleurs parce qu'il y a Mhm. comme beaucoup de choix, puis qu'on a tellement de la liberté dans nos vies, ce qui est bon, là, tu sais, je veux dire, dans un sens, c'est bien mieux de pouvoir sortir d'une relation qui est pas faite pour toi, puis de pouvoir reconstruire quelque chose d'autre que d'être pogné dans une relation Ben oui. parce que c'est la norme de la société puis que tu peux pas t'en défaire. Là, on s'entend, je pense que la balance des plus et des moins est plus favorable à notre époque qu'elle était il y a plusieurs décennies. Mais néanmoins, je pense que ça favorise peut-être des relations plus instables et plus parce que tu as plus de choix, parce qu'il y a Ouais. plus cette instantanéité-là, il y a plus euh, il y a l'attirance vers l'inconnu. Je Mhm. ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout ça. Donc, je crois que dans les relations qui se maintiennent des dizaines d'années comme celle de nos parents, il y a le fait d'accepter que effectivement, c'est peut-être pas tous les jours parfait, puis il y a peut-être d'autres personnes intéressantes, mais que la personne avec qui on est, ben, on a construit quelque chose de fort, qu'on s'apprécie toujours. Je pense qu'il y a aussi un élément, en tout cas, moi, ce que je vois avec mes parents, c'est que les deux, ils sont pas comme en symbiose. Tu sais, les deux, ils ont comme leurs occupations Ouais. aussi, ils ont leurs passions respectives, puis ils se laissent beaucoup d'espace aussi. Tu sais, si ma mère a Ouais. envie de partir une semaine avec des amis en voyage ou faire du magasinage ou peu importe, ben mon père il est bien correct avec ça. Mon Mhm. père, lui, il aime à passer du temps en forêt, il aime la chasse, il aime la pêche. Ma mère est bien correcte avec ça. Donc, ils se laissent de l'espace pour vivre leur passion, pour être eux-mêmes avant d'être un couple, puis d'avoir leur cercle d'amis aussi respectifs. Donc, oui, bien sûr, ils ont des couples Ouais. d'amis et tout, mais ils ne sont pas toujours ensemble non plus. Donc, ça, je pense aussi que ça participe là, à une relation saine, puis qui a clairement été, en tout cas dans le cas de mes parents, un facteur, Ça a j'imagine, qui fonctionné. les a aidés à rester ensemble. Ben oui. Ils font quoi tes parents dans la vie? Ma mère, elle travaille en service de la restauration dans un hôtel du centre-ville de Montréal. Et donc, elle ne travaille OK. pas depuis la COVID, là, Chez toi? parce que ça n'a pas repris. Il n'y a évidemment pas de touristes, surtout pas de touristes américains qui faisaient. Ma mère travaille à côté du Palais des Congrès, là, donc tant qu'il n'y aura pas OK. du tourisme d'affaires, surtout en provenance des États-Unis, ben, ça va être difficile. Il n'y a pas de gens d'ici qui vont à cet hôtel-là, Pas vraiment, là, nécessairement, tu sais, là. au centre-ville de Montréal, tu sais, c'est quand Ouais. même un hôtel assez dispendieux. C'est vraiment plus un OK. hôtel de tourisme d'affaires. L'hôtel est ouvert, évidemment, il n'est jamais fermé, mais le restaurant est fermé parce qu'il n'y a pas vraiment de clients dans l'hôtel. Puis mon père, lui, est entrepreneur électricien. Donc, il OK. a fondé son entreprise au début des années 90, là, je pense, l'année de ma naissance, en fait, en 92. Puis, voilà. Donc, avant, il travaillait pour quelqu'un, mais depuis donc près de 30 ans, il est à son compte. OK. Puis Et il fait donc, partie de la CMEQ, j'imagine. oui, 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 sans doute, sans Écoute, doute. je dis ça, Catherine, parce que moi, durant la pandémie, j'ai décroché un contrat avec la CMEQ. OK. Tu iras voir ça si t'es curieuse, là, mais La commission. c'est la Coalition des maîtres électriciens du Québec ou la Ah oui, OK. Corporation Oui, des. oui, OK. Ben oui, OK. Oui, c'est sûr qu'il est membre de ça. C'est ça, C'est c'est sûr. sûr. En fait, il n'y a pas le choix d'être membre de ça si ton père il est entrepreneur électricien, Ouais. mais c'est ça, j'ai fait ce contrat-là avec eux autres. Justement parce que comme il y a tellement de gens qui font des travaux électriques sans avoir leur licence, mettons. Puis Ouais, puis c'était ça, comme t'as une. vraiment pas le droit, là. C'est comme Mais non, c'est ça. le métier de la construction que tu peux pas faire toi-même, là. Oui, exact. Puis c'est la chose que les gens font
tout le temps eux-mêmes en plus. Mhm. Ils sont comme non, ça se fait, changer un luminaire. Puis, fait qu'on a fait une campagne avec eux autres, la CMEQ. Fait que maintenant, quand tu vas, je sais pas si c'est encore ça, probablement que c'est encore ça, mais quand tu vas sur le site de la CMEQ, tu as ma vieille face comme ça sur le site. Fait que, en tout cas, petit Tu dis lien aux comme gens ça. d'avoir recours aux électriciens, Ouais, c'est ça? j'ai fait des sketchs disant genre que c'est ça, les gens qui veulent faire leurs travaux électriques devraient consulter un entrepreneur électricien licencié. Mhm. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais très cool OK, que ton cool. père fasse ça dans la vie. Là. C'était une petite, Ouais, petite ouais, ouais. bulle. Puis, fait que mon père fait ça. Puis mon plus jeune frère travaille avec mon père. OK. Ça doit quand même être un. Je dis ça parce que ça arrive souvent, mais tu sais, les pères qui a un des fils qui est comme moi, je veux faire exactement comme toi. Ça doit être un rêve pour les pères, des fois. Là. Je sais pas si c'est encore ça, mais tu sais, je sais que. Tu sais, moi, mon père, il est policier dans la vie, mais j'avais posé la question récemment. J'étais comme, mettons, je t'avais dit que je m'en vais policier, t'aurais-tu été content? Puis il avait fait, ben, tu sais, oui, parce que ça amène une sécurité, mais en même temps, je t'aurais pas souhaité ça. J'étais comme, ah, quand même, c'est rare. OK. Comme réponse d'un père, mais tu penses-tu que ton père il est content d'avoir son fils avec lui dans l'entreprise? Ouais, je pense que mon père a toujours imaginé qu'il s'en doute qu'au moins un de ses fils Ouais. viendrait avec lui. On dirait que c'est comme vraiment pas étonnant. C'était jamais clair là, quand mes frères étaient jeunes, comme ah, c'est sûr que vous devez faire ça, pas du tout. Là. Mes parents, en fait, ils nous ont jamais mis de pression pour faire quoi que ce soit OK. dans la vie. Là. En fait, ils nous ont toujours dit on va vous soutenir peu importe ce que vous allez faire tant que vous aimez ça. Bon, ça a donné comme ça. On a pris des parcours assez différents. On n'a pas eu de pression non plus. T'sais, moi, j'ai choisi d'aller à l'université. Mes parents m'ont appuyé là-dedans, mais ils m'ont pas dit que j'étais obligée d'y aller. En fait, moi, je suis la première universitaire de ma famille. Là. OK. C'est sûr, mes parents, ils ont des diplômes d'études secondaires, c'est tout. Puis, mes frères, mon plus jeune frère est électricien, mais pourquoi il y en a beaucoup aussi qui font ça, de prendre un peu la relève de leur père, d'être avec leur père, c'est qu'il y a quand même un avantage au niveau des études. Moi, ce que j'ai appris, c'est que pour favoriser le reprenariat, donc quand tu as une entreprise, pour faire en sorte qu'il y ait de la relève, tu peux avoir une dérogation lorsqu'un de tes enfants souhaite faire le même métier que toi. Donc, dans le cas de mon frère, s'il voulait devenir électricien, il n'avait pas besoin de faire un DEP. Il pouvait juste aller travailler avec mon père. Puis, tu as le droit à un enfant qui fait ça. Fait que si mes deux frères avaient voulu faire ça, puis d'ailleurs, mon frère du milieu, disons, qui lui, finalement, aujourd'hui, est charpentier menuisier, donc en construction aussi, mais à l'époque, il s'était dit, moi aussi, je vais être électricien. Et donc, mon plus jeune frère, lui, était encore à l'école secondaire à ce moment-là, puis lui, il était fâché de ça, parce qu'il disait, moi, c'était ça mon plan. Moi, c'est ça que je vais faire. Je voulais finir secondaire 5, puis aller travailler directement, je voulais pas avoir à faire de DEP. Mais là, si mon frère, le plus vieux des deux, prenait, disons, la place d'électricien apprenti avec mon père, ben, mon plus jeune frère, il aurait été, lui, obligé d'aller faire son DEP parce que c'est un enfant maximum. Ah, ouais! Mais heureusement pour mon plus jeune frère, mon autre frère a décidé que c'était pas pour lui l'électricité, puis il est allé plutôt faire un DEP en charpenterie menuiserie après un petit détour vers le cégep. OK, fait que ton petit frère, finalement, il a pu ne pas aller faire son DEP, finalement. Exact, il était bien heureux parce que lui, l'école, c'était pas son truc. C'était pas pour lui, ouais. Ah ouais, hein? Toi, j'ai l'impression que l'école, c'est vraiment quelque chose que tu aimais beaucoup. Là. Je veux dire, pour faire ce que tu fais dans la vie, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui aime l'éducation, qui aime t'informer énormément. Fait que j'imagine que tu étais la fille de la famille qui était vraiment comme non, moi, je veux. Tu sais, juste de le dire que tu étais allé à l'université, je veux dire, ça devait tellement être une fierté pour tes parents. Là. Oui, vraiment. Puis effectivement, j'ai toujours aimé ça, l'école. Je te mentirais, je disais le contraire. Là. J'ai toujours. Chaque personne est différente. Moi, j'ai toujours eu de la facilité. Encore là, l'école, c'est un modèle qui. Certaines personnes cadrent, certaines personnes cadrent moins. J'ai eu de la chance de bien cadrer dans ce modèle-là. Ça a toujours bien été à l'école. Primaire, très bien. Secondaire, bon, j'étais plus du genre à être en retard dans mes travaux, tout ça, mais j'étais quand même à mon affaire, là, généralement. Puis j'aimais ça quand même. J'appréciais l'école. Puis c'est vraiment comme plus au cégep à l'université, ça, j'ai vraiment trippé. OK. C'est drôle que tu parles du secondaire parce que je voulais aussi te poser la question parce que je me demande, puis c'est ce que je demande à absolument à tous mes invités qui viennent ici au podcast, là, que ce soit des athlètes comme des artistes, je veux savoir, ils étaient qui ces gens-là au secondaire? Puis je me demande, c'est ça, tu dis, tu étais plus en retard un peu, c'était quoi? T'étais qui? Est-ce que tu étais
la présidente de classe, un peu plus comme, tu sais, c'est bien important, ou comme tu dis, là, t'étais en retard, fait que tu t'en foutais un peu plus. C'était comment? Ouais, non, pas du tout. J'étais pas du tout la présidente de classe. Même s'il y avait des élections, c'est sûr que je me serais pas présentée. C'était Ah ouais? vraiment pas dans ma personnalité à ce moment-là. Quand j'étais plus jeune, un peu, peut-être que ça m'aurait tenté ce genre d'expérience-là. Mais au OK. secondaire, non. Là, tu sais, au secondaire, je sais pas, je pense que tu te cherches un peu, tu essaies Mhm. d'être apprécié de tes pairs, d'avoir le plus grand nombre d'amis possible. Donc, j'étais pas... OK. J'étais plus dans moi. Pour moi, l'école, tu sais, je le voyais très social. Tu sais, j'aimais certaines matières, d'autres non. Fait que, tu sais, ça s'équilibrait, mais par rapport à mes travaux, par exemple, ben, tu sais, je faisais tout ce que j'avais à faire. Là, ça, j'ai jamais eu de problème. Mais mettons, dans mon agenda, j'écrivais toujours ce que j'avais à rendre pour la journée d'après. Puis donc, je faisais toujours ce qui était dû pour le lendemain. Je me prenais jamais d'avance. J'étais OK. tout le temps à la dernière minute, puis je faisais ça. Un point commun. Je procrastinais beaucoup. Là, je chattais avec mes amis sur MSN le soir jusqu'à MSN. ce que la plupart aillent se coucher là, vers 10h. Puis après ça, je faisais mes travaux. OK. Puis, ou j'en ai devoirs. Puis là, ben, je me couchais vraiment tard. Donc, Ça ressemble tellement à mon secondaire. Moi, c'est ouais. En fait, ça ressemble beaucoup à mon secondaire, excepté que toi, tu étais bonne à l'école. Moi, hip, tout. Non, moi, fallait que je me force. Fallait que je sois vraiment comme... Tu sais, fallait vraiment que je travaille pour avoir à peu près les mêmes notes que les autres, tu sais. Mais oui, MSN, jaser avec le monde, mettre quelqu'un dans ton nick ces J'ai années-là. tellement passé des heures. C'est fou, hein? Mettre quelqu'un dans ton nick ou quand tu peux faire regarder la chanson que tu es en train d'écouter ou ta petite Oui, photo. c'est Ou vrai. comme tu parles avec tes amis, tu mets une webcam, ben là, on est revenu quasiment Ouais. à ça. Oui, ben oui, 100%. J'étais whiz avant que tu C'est viennes. ça, J'étais comme, exact, t'es-tu là? exact. Yes! Mais t'avais écrit Be right back, partie souper. En tout cas, Exactement, exact. J'avais mis mon statut parti. Tu ouais, sais, les statuts qu'on pouvait personnaliser aussi, là, puis on ouais, pouvait justement écrire parti. ouais, c'est ça. C'est fou, ces années-là. MSN, je me rappelle comme. Je sais pas si t'as. J'imagine que oui, là. Toi, t'as 29 ans, je me trompe pas, Oui, c'est ça? T'as 29 exact. ans. Fait que t'as connu l'épisode des cellulaires avec des claviers. Ben T'as oui. connu. T'étais au secondaire? Ou... Non, je pense que tu devais être au cégep quand c'est arrivé, toi. Ben, Je me non, non. trompe-tu? Fin de secondaire, sérieux. Ouais. Moi, j'en ai eu un. Là, un petit téléphone genre flip avec un petit clavier. Là. Petit clavier de côté, puis là, tu textais comme ça prenait 1 heure pour dire salut. Ouais, mais le pire, moi, j'ai même eu un téléphone d'avant ça. C'était à l'époque, là, moi, j'ai eu un cell, quoi. J'avais 16 ans. Je pense que mon père a accepté que j'aie un téléphone. Aujourd'hui, OK. comme ça serait tard, ça, 16 ans. Mais Si 16 bon, ans, oui. non, j'avais peut-être la moitié de mes amis qui avaient déjà des téléphones OK. quand j'en ai eu un. Et il m'a donné un vieux cell qui s'était fait donner, genre, par un client. Un vieux cell Nokia qui était déjà un peu vieux pour l'époque, là. Tu sais, je pense que quand j'avais 16 ans, c'était en 2008, mettons. Oui. Tu sais, c'était un téléphone... un flip, flip mais phone. c'était même pas comme le clavier au complet. Là. C'était juste, tu sais, mettons les touches de numéros Ouais. avec des lettres, là, mettons A, B, Ouais. C sur le 1. Ouais. Il faut que tu cliques 3 fois pour faire un C. C'était ça, mon premier oui. téléphone cellulaire. Donc, pour envoyer un texto, il fallait être motivé en tabarouette. Mais ça me fait rire parce que les gens, mettons, aujourd'hui, vont dire Hey, vous autres, tu sais, la génération, vous textez, pourquoi vous appelez pas? Et c'est parce que c'est tellement rapide maintenant, texter. Tu sais, je comprends que dans le temps, tu disais, hey, rendu là, appelle-moi parce que ça prenait une demi-heure écrire un gros message, tu sais. C'est peut-être justement parce qu'on a été traumatisés par ces textos-là. Maintenant, on trouve tellement que c'est efficace que pourquoi appeler? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais en fait, toi, ton père t'a laissé le droit d'avoir ton sel à 16 ans. Était-tu quand même sévère, ton père? Ou... Non, pas tant que ça. Puis je pense pas que c'est parce qu'il aurait pas voulu que j'aie un sel avant. C'était juste comme pourquoi qu'on paierait pour ça. C'était pas tant par rapport à l'aspect téléphone, parce qu'on s'entend, tu sais, à l'époque, en 2008, tu sais, dans notre temps, là, tu sais, le téléphone, c'était juste pour appeler ou pour texter, mais il n'y avait pas, tu sais, il y avait pas d'application web. Fait que, tu sais, il n'y avait pas comme cette peur-là, que les parents d'aujourd'hui peuvent avoir. Cet univers qui détruit la confiance de Ben, jeunes garçons, jeunes filles. oui, c'est ça. Il y avait bien sûr, comme je dis, il y avait MSN. Moi, j'avais un Skyblog aussi quand j'étais au secondaire. Mais ça, Impossible. c'était... Skyrock, c'est ça? oui, j'en ai eu plusieurs, même plusieurs. Je pense que j'avais le blog le plus populaire de mon école secondaire, de mon niveau, là. Parce que là, on pouvait voir comme le nombre de personnes qui venaient visiter notre blog. Puis là, on comparait toujours entre amis. Puis, en tout cas, wow! je pense que je
J'aimais ça écrire déjà, là, tu vois. Je OK, commençais à OK. faire des petits textes, là, puis... Puis là, Ça existe encore à quelque part dans le fin fond du web. oui, puis c'est ça. Ça d'ailleurs, penses-tu vouloir l'effacer éventuellement ou va-tu falloir que Non, tu. non, Non? non. Une fois par 5 ans, ça me pogne le goût, je commence, je vais aller regarder qu'est-ce que j'avais Impossible. écrit à 15 ans, genre sur mon blog. J'ai sûrement accès à ce Skyrock si je fais des recherches. Pas sûr que tu trouverais. Ah non, hein? C'est drôle parce que ma copine, elle avait un Skyrock aussi, puis quand tu googles son nom, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille dans le développement durable, dans les entreprises, fait que c'est vraiment pas un métier public, puis quand tu googles son nom, la première affaire qui sort, c'est son Skyrock. Fait que ça, c'est drôle, par exemple. Là, elle doit plus pouvoir, tu peux plus te connecter à ça, j'imagine. Je pense qu'elle a réussi à le déléter d'une manière ou d'une autre parce que c'était justement. C'est gênant, c'est ça qui sort en premier. Tu cherches des emplois, ils font des recherches, ils voient ta vieille photo avec ton flash dans le miroir. Exact, le miroir sale, là, exact. Quand t'avais 14-15 ans. Ben oui. Gros flash, la grosse caméra, genre. La grosse caméra, genre. En argent. Classique, la version rose, là. C'était bien populaire. Oui. Mais fait que moi, ce que je faisais sur l'ordi, MSN, Skyblog, puis après ça, mon cell, j'allais pas loin avec ça, les petits textos. Puis après avoir mon cell Nokia, comme ça, j'ai eu un téléphone Samsung Flip avec l'écran audio le complet. Flip Text, ça c'était Il était rose, il était carré, il était rose avec des petites fleurs. Là. Je pense que j'ai eu ça pendant 3 ans. La caméra rose, le sel rose. Wow. Ouais, c'était rose, là. Ah ouais, ça a-tu changé? T'es-tu encore quand même, tu sais, rose? Comme personne? J'ai même une souris rose. Es-tu rose? OK. Elle est rose, je te dis. OK, oui, elle est rose. Elle est rose. C'est un petit rose pâle. Mes ongles sont roses. Mon veston est rose, tu vois. Quand même. Moi, tu vois, à la caméra, j'avais l'impression que tout était blanc. Okay. Ton veston blanc. Non, mais il est tout pâle, dans le fond. OK, c'est ça. Il est rose, mais pâle. OK. Fait que là, toi, tu t'en vas au cégep. Oui. T'es allé où au cégep? Au Vieux-Montréal. Cégep du Vieux. T'as fumé énormément de potes là-bas. Évidemment, c'est toujours la première chose qui est dite. T'as fait la grève, ou ça c'est le cas. On me disait ça avant même d'y aller. Finalement, ça a été vrai. Oui. Ça a été vrai assez solide parce que oui, vraiment. J'ai connu la grève étudiante de 2012. C'était ma dernière session au cégep à ce moment-là. Mais oui, non, je suis allée au cégep du Vieux. Puis sérieux, meilleure décision de ma vie, je pense. Oui. T'es allé étudier en quoi au cégep du Vieux? J'ai étudié en sciences humaines, profil questions internationales. Donc, c'est plus un profil Sciences Po, économie, plus tourné sur les relations internationales. Fait que toi, tu t'es, vers la fin du secondaire, quand tu avais ton choix à faire, tu étais déjà intéressé par tout ce qui était politique, autant ici qu'international. Fait que qu'est-ce qui a cloché dans ta tête? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu fasses hey, moi, ça m'intéresse? Écoute, ça, c'est une bonne question que j'essaie toujours de... J'ai essayé de trouver un moment déclencheur ou tout ça, mais c'est dur, en vrai. J'arrive pas à trouver dans mes souvenirs, mais je sais que d'aussi loin que je me souvienne, ça m'a intéressé la politique. Okay. Quand j'étais jeune, puis qu'il y avait des campagnes électorales, puis que je voyais des affiches dans les rues, ça me suscitait une curiosité. J'en parlais avec mes parents, je leur demandais s'ils allaient voter. J'aimais ça accompagner ma mère pour aller voter, puis si elle n'y allait pas, je lui disais en tabarouette. Ah ouais? Très nice. Ouais, puis j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité en général lors des événements tragiques du 11 septembre 2001. Okay. J'avais 9 ans, j'étais en 4e année, puis je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. J'étais venue, cette journée-là, ma mère ne travaillait pas, elle était avec mon petit frère qui n'allait pas encore à l'école, puis j'étais venue dîner à la maison, puis là, il y avait ça sur les télés. Puis à l'époque, moi, ma tante habitait dans la région de New York, fait, en tout cas, on était quand même préoccupés par ce qui se passait là-bas et tout. Okay. J'avais regardé ça, j'avais regardé beaucoup les reportages dans les nouvelles cette semaine-là. Puis mes parents ils recevaient le Journal de Montréal à la maison à l'époque. Puis, en fait, ils le reçoivent toujours aujourd'hui. Puis, donc, j'avais commencé à lire un peu là-dessus, puis à prendre l'habitude, en fait, de lire le journal à chaque jour. Puis ça, c'est une habitude que j'ai gardée, même au secondaire, je le faisais pas mal. Je m'intéressais à l'actualité, mais au primaire, là, vraiment de mes 9 à 13 ans, j'étais assidue, je sais que je le faisais à chaque jour. C'est bon quand même. Je lisais vraiment tout. Fait que ça a beaucoup développé ma curiosité, puis ça m'a permis de, justement, quand il y avait des élections, suivre les campagnes électorales, suivre ce que les partis proposaient,
Évidemment, je comprenais pas tout, mais j'ai beaucoup appris en faisant ça. Ben, c'est clair. J'en parlais avec mes amis à l'école. D'ailleurs, mes amis au primaire là, me trouvaient bien fatigante. Je me souviens, là, je leur disais toujours j'ai lu telle chose dans le journal. Là, puis, ça les intéressait pas. Mais je pense c'est que ça le j'avais pas un pire. bon public. Puis au secondaire, c'est ça. Fait que je continuais quand même à m'intéresser peut-être un peu plus de loin à la politique quand même. Puis quand il est venu le temps de choisir en quoi j'allais m'inscrire, moi, j'étais allée dans le programme international au secondaire. Donc, tous des gens quand même là, qui réussissaient très bien à l'école. Puis la plupart voulaient aller en sciences santé ou sciences nature pour s'ouvrir le plus de portes possible parce que c'était le programme qui te permet d'aller dans n'importe quoi après à l'université. Mais moi, je savais que je voulais pas aller dans quelque chose là, lié aux sciences, par exemple la santé ou maths, tout ça. Moi, au contraire, c'est ça justement que j'aimais pas à l'école. Donc ça, pour moi, c'était sûr que j'allais pas aller là-dedans. Puis après ça, mon questionnement, c'était de me dire, est-ce que je vais en communication? Parce que moi, mon rêve à cette époque-là, c'était d'être journaliste sportive. OK. Donc, moi, au secondaire 3, 4, 5, c'était vraiment mon objectif. Je voulais couvrir les Canadiens de Montréal. Ah ouais! Ouais, j'étais vraiment très, très fan des Partisans à l'époque. Je lisais, tu sais, j'écoutais vraiment tous les matchs. Je connaissais toutes les statistiques de la Ligue nationale par cœur. Cibole. J'ai commencé à écrire mes premiers textes, en fait, sur les blogs de RDS après mon Skyblog, évidemment. Ça, On peut pas embarquer l'un puis l'autre. C'est vraiment Skyblog après. Skyblog. Là, ça, c'est RDS. RDS, il y avait des genres de forums, là, puis on pouvait comme écrire des textes. À l'époque, ça s'appelait les talkbacks, si je me souviens bien. Puis fait que j'ai commencé à écrire des textes là-dessus, puis j'ai même participé à des concours. En tout cas, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais c'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. Okay. Et donc, je me suis demandé au cégep, est-ce que je m'inscris en communication? J'ai failli m'inscrire dans un programme comme ça. Profil journaliste? Ouais, ou en tout cas, juste en com de façon générale. Mais là, j'ai comme vu toutes mes amies qui s'inscrivaient en sciences nature pour se garder le plus d'options possible. Mais là, moi, je me suis dit, ouais, pourquoi m'inscrire en com? Je pourrais m'inscrire en sciences humaines. Puis après, si je veux aller en communication, c'est possible aussi. Okay. Fait que j'ai comme été dans le chemin mitoyen. J'ai décidé de m'inscrire en sciences humaines. Puis voilà. Puis dans le fond, je me suis dit, bon, ben, dans quel profil en sciences humaines? Pourquoi pas un profil plus politique? Moi, j'aime ça. Je suis l'actualité. Puis, comme je dis, meilleure décision parce que c'est ça qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui. C'est les gens, par la suite, que j'ai rencontrés au cégep qui, eux, étaient intéressés, qui étaient impliqués, qui ont commencé à m'amener un peu partout dans des événements, puis c'est là que j'ai eu la piqûre, vraiment. OK. Fait que ça a vraiment été une question d'entourage, finalement. Puis, ben, c'est sûr, tu es une passionnée, ça paraît, parce que, tu sais, je pense aux gens de notre génération, en fait, qui, je leur demande s'ils écoutent, s'ils lisent le journal à tous les jours. Puis, j'ai souvent l'impression que la réponse, c'est non. Je pense que c'est une minorité, on dirait, les gens de notre génération qui s'intéressent à la politique. Puis je me demandais, j'étais comme, pour vraiment vouloir embarquer là-dedans puis le faire, c'est qu'il faut que tu connaisses énormément ça. Qui c'est que tu as rencontré qui t'a vraiment montré la voie de « Hey, il y a de la place pour les jeunes comme toi, puis tu peux vraiment faire une différence? » Il n'y a pas une personne en particulier, je dirais. Okay. Ça a été vraiment comme un concours de circonstances. De fil en aiguille, en fait, je vais au cégep, je rencontre une de mes amies qui, elle, a déjà été dans des événements politiques. Elle voit quelque chose passer, elle me dit hey, on devrait y aller, on y va. Je rencontre d'autres personnes de cette façon-là. Là, en allant souvent à des événements politiques, ben il y a des gens, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui s'impliquent, fait que tu te fais un peu remarquer, tu te fais ajouter sur les réseaux, est-ce que tu voudrais t'impliquer, est-ce que tu voudrais être bénévole pour telle chose. Moi, je disais toujours oui. Moi, j'ai tout accepté d'aider comme je pouvais. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Ça m'a fait développer un réseau de contacts. Puis, de fil en aiguille, je pense que les gens voyaient que j'étais bonne dans ce que je faisais. Okay. Donc, me proposaient de plus en plus de responsabilités et tout ça. Puis, est venu un moment, finalement, dans ma vie que je me suis dit, ben, me lancer aux élections, pourquoi pas? Puis, ça doit être un stress quand même immense de faire « Ah, tu sais quoi? Ce que je représente, puis mes idées, je mets ça de l'avant, puis je fonce. » Ça doit être... tu vas avoir le vertige quand tu fais ça, là? Oui, vraiment. Beaucoup d'adrénaline. C'est ça, parce que moi, depuis mes débuts en politique, je me disais, il me semble qu'il n'y a pas... c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de femmes, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de jeunes.
moi-même, comme militante, comme bénévole politique, tu sais, je l'avais souvent remarqué, là, donc mon profil était quand même assez rare. Puis dans les élus, c'était encore pire. Puis j'en parlais avec mes amis, puis certains me disaient, ben, pourquoi toi, tu te présentes pas d'abord? Mhm. Ben, Tu bonne pourrais être cette question. Je fais, ben fille-là, tu non, sais. moi, ben non, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience. Puis là, au début, tu sens un peu le syndrome de l'imposteur. Ben, Ouais. voyons, je viens juste de finir l'université. Je sortais de mon bac parce que finalement, j'étais étudiée en économie et politique à l'Université de Montréal. Je finissais ça, donc je me disais, j'ai pas d'expérience sur le marché du travail tellement. Est-ce que genre je me ferais prendre au sérieux? Mais en même temps, ça, c'était la même fille qui se disait aussi qu'il fallait avoir plus de jeunes puis plus de femmes. Fait qu'à un moment donné, Ouais. il faut commencer à quelque part. Ouais, c'est Et ça. je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas essayer? Au pire, ce serait une expérience. Puis justement, je veux montrer que les jeunes, on peut avoir notre place en politique, qu'on peut bien faire les choses. Parce que oui, bien sûr, là, dans ma réflexion, j'ai bien évidemment reconnu qu'effectivement, j'avais pas vraiment d'expérience professionnelle ou en tout cas une longue feuille de route. Mais en même temps, j'étais très déterminée. J'avais quand même une grande expérience d'implication sociale. Je me suis dit, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement facile, mais j'y crois, puis je pense que je peux le faire. Puis surtout, ben, je suis prête à mettre les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, puis pour bien faire les choses. Puis ça, je pense que ça a transparu. Puis tout de suite, au final, quand j'ai commencé à rencontrer des gens sur le terrain, des électeurs que j'ai commencé à rencontrer, je ne sais pas, en faisant du porte-à-porte, par exemple, j'étais très craintive de me faire dire, ben voyons donc, t'es ben trop jeune, c'est pas sérieux, etc., etc. Sincèrement, c'est arrivé même pas sur les doigts de mes mains, là, OK. le nombre de fois où je me suis fait revirer de bord en me faisant dire que j'étais trop jeune ou ce genre de propos-là, parce qu'habituellement, bien au contraire, en fait, les gens ont été extrêmement enthousiastes et positifs à l'idée d'avoir une jeune femme pour les représenter parce que justement, c'est différent. Puis, il y a du cynisme en général là, sur la façon dont la politique est faite maintenant. Donc, je pense que de voir qu'il y a une nouvelle génération qui veut prendre la relève, qui veut faire les choses différemment, à sa façon, c'est encourageant pour des personnes plus âgées qui, eux, ont tenu le flambeau puis qui cherchent à le passer Ouais. en quelque sorte. Et aussi, je pense qu'on entend tellement, on entendait, en fait, c'est moins vrai maintenant, mais on entendait beaucoup avant que les jeunes, en fait, étaient très centrés sur eux-mêmes, qu'ils ne s'intéressaient pas à leur société, qu'ils ne s'intéressaient pas justement à la politique, tout ça. Donc, de voir une espèce de... Moi, j'ai jamais adhéré à ça, mais je pense que les gens, mettons, qui avaient ce préjugé-là, entre guillemets, de voir un contre-modèle, ben, ça les faisait justement peut-être réaliser que, dans le fond, il y en a Il y des en jeunes a. qui sont engagés, puis qu'il faut faire confiance peut-être à ces personnes-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il doit y avoir de quoi d'épeurant aussi de se dire, il n'y en a pas beaucoup de jeunes femmes prêtes à foncer dans ce métier-là, puis de se dire, hey, je vais l'être, cette personne-là. Ça prend tellement de front et de courage. Puis je me dis, tu dis que c'est pas arrivé souvent quand même de se faire dire t'es trop jeune, t'es trop si, mais t'avais-tu quand même le thinking de je suis une jeune femme qui s'en va dans un milieu où c'est des vieux, des plus vieux, je vais dire, monsieur blanc, tu sais, du Oui. monde qui sont pas mal souvent du même côté. Je veux dire, c'était-tu quand même challengeant d'arriver à ce moment-là? Oui, oui, surtout quand j'ai été élue, puis là, tu débarques pour vrai avec ces gens-là, puis tu te dis, oh, OK, là, est-ce que ça a bien été avec la population? Maintenant, est-ce que ça va bien aller avec eux? Puis, grosso modo, oui, ça s'est bien passé, OK. là, pour vrai. Je peux pas dire le contraire, là. Il y en a plein qui ont été même super gentils, tu sais, qui sont venus me voir, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas, qui ont été très respectueux à mon endroit. C'est sûr, après ça, tu peux tomber dans les anecdotes, là, mais mettons le général, là, c'était positif. Là. Je peux vraiment pas dire le contraire. OK. Mais oui, c'est sûr que je réalisais, là, en me présentant la première fois que je détonnais. Montrer que je me suis pas tellement attardée à ça. Moi, je fonce. Moi, je suis bien fonceuse en vie. Donc, Ouais. Ben, ça prend ça, ouais, je peut-être que pense. ça prenait du front. Mais moi, pourquoi pas, il en faut. Ouais. Puis moi, ça me tente. Puis je pense surtout que je peux bien faire les choses. Puis je vais travailler pour. Puis je crois bien humblement que j'ai réussi à faire ma marque de cette façon-là aussi. Parce que
La plupart des gens reconnaissent quand même bien le travail que je fais. Ben oui, puis comme je te dis, j'ai entendu ton nom, j'ai fait « Hey, c'est qui? » Puis ça m'a pris 2 secondes, j'étais comme « OK, quel CV à 24 ans? » Parce que quand tu étais élu en 2016 par le Parti québécois, tu avais ça, Ouais, 24 ans, exact. si je me trompe pas. Moi, Ouais. j'ai 25 ans. J'ai posé une tablette hier, vraiment fier de moi. Comprends-tu? Mais moi, je pose pas de tablette. Là. Moi, je suis pas capable. Je suis zéro manuel. Ouais, en tout cas. Mais C'est tous mes frères qui ont eu. oui, clairement, tes frères sont bons pour ça, là, mais juste te donner une idée à quel point c'est impressionnant, je trouve, d'être élu au Parti québécois. Puis la question que je me posais, c'était aux dernières élections, l'équipe jeune euh, de gens qui avaient des mouvements de pensée plus de gauche, qui étaient rafraîchissants. Je trouvais beaucoup que c'était Québec solidaire. Puis j'étais comme, comment ça, une fille comme toi, qui a à peu près le même casting, les mêmes idées, et pas avec une équipe du genre? Je dirais peut-être mon côté un peu plus pragmatique. Quand j'ai commencé à m'engager politiquement, au début, je l'ai fait justement de façon apartisane. Après ça, j'étais aussi dans un parti, puis j'avais choisi de le faire au Parti québécois à l'époque parce que pour moi, c'était le parti qui rejoignait le plus mes idées, dans le sens où ces idées-là pouvaient avancer puis pouvaient vraiment être adoptées. Tu sais, mettons, Québec solidaire, j'étais d'accord avec plusieurs de leurs idées, mais par certaines prises de position, tout ça, je me disais, ben, je pense pas qu'il y ait nécessairement le positionnement pour avoir l'adhérence de la population, puis qu'on puisse vraiment appliquer cette idée-là, parce que c'est bien beau avoir un peu la vertu, disons, des idées, mais si tu es dans un positionnement que tu ne pourras jamais obtenir l'appui d'une grande partie de la population, OK. ben, ça reste quand même peut-être plus difficile à faire avancer. Donc, je préférais, à ce moment-là, moi, me dire, OK, ben, je vais être peut-être plus pragmatique, même si je ne suis pas 100% d'accord, bien que je n'étais pas non plus 100% d'accord avec Québec solidaire, mais disons que moi, j'étais plus à cheval entre les deux partis. Ben, à choisir, je me suis dit, ben, je vais pencher vers le PQ parce que c'est un parti aussi qui a fait ses preuves dans le passé. Puis, c'est un parti qui a, à ce moment-là, je me disais qu'il avait la capacité de rallier un plus grand nombre de gens dans la population. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à m'impliquer de cette façon-là. Mais j'ai quand même, comme militante politique, j'ai toujours préféré m'impliquer à l'extérieur des partis. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a rattrapée comme députée, qui a participé à faire en sorte que je suis devenue députée indépendante parce que le carcan d'un parti, puis de toujours, puis ça c'est le même pour tous les partis, de toujours chercher à rabaisser l'autre pour se remonter, ça me déplaît là, au plus haut point. Ouais. Puis moi, je suis pas là pour ça. C'est pas ça que j'aime, là, la petite game, la petite guéguerre entre les personnes, entre les partis, surtout quand tu partages des idées similaires, là, comme le PQ et Ouais. le QS, qui ont quand même beaucoup de points en commun, mais qui passent leur temps à essayer de prendre les mêmes électeurs et donc se Divisé. détestent au plus haut point, plus que les autres qui partagent pas leurs idées. C'est vice-versa, là, Ah, c'est sérieusement. intéressant quand même, ça. Comme, ouais, c'est de détester les gens qui sont à peu près similaires à toi parce que c'est la plus grosse compétition. Oui, C'est quand même intéressant. moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça Ouais. qui se passe. Fait, Donc, à un moment fait que tu donné, t'es moi, je trouvais tanné. ça très contre-productif. Mhm. Puis c'est ça. Donc, mon regard sur la partisanerie est assez cynique quand même. Ouais. Au fil du temps, là, moi, Mais il y a bien des choses à. Ouais. ça fait plusieurs fois que tu répètes le mot cynisme, puis je trouve ça intéressant parce que je voulais te parler de ça, du cynisme. Comme je te disais tantôt, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de politique. J'essaie de m'informer le plus possible parce que c'est vraiment important de le faire. Mais à chaque fois que j'ai des discussions, ça, on s'entend que c'est difficile à avoir des discussions. Puis surtout, toi, c'est ton métier. Tu sais, moi, mettons, je suis humoriste quand j'ai un débat sur l'humour avec, mettons, mon père, qui est un policier, qui a ses idées qui sont différentes des miennes, qui est un artiste. On va s'accrocher, tu sais. Toi, à un moment donné, d'être cette femme-là, excuse, qui s'en va dans cet univers-là, qui est clairement un peu de gauche, pour ne pas dire de gauche totalement. Euh, Après ça, d'embarquer dans un univers un peu plus cynique, comment tu fais pour, après ça, vouloir montrer un peu la voie et l'espoir qu'il y a du changement puis c'est concret, tu sais?
Je sais pas si c'est clair comme question. C'est une réflexion plus large, mais c'est vrai, elle est bien présente en moi. Tu sais, c'est comme deux pôles. Des fois, moi aussi, je suis découragée, mais je pense quand même que c'est la meilleure voie de changer les choses. Donc, il faut pas... Mhm. Il y a des journées plus dures que d'autres, mais il faut pas se Mhm. décourager parce que j'y crois quand même. Tu sais, si je suis là en politique, c'est que je pense vraiment que c'est Oui. possible de le faire. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a énormément de travail sur la planche. Mais je pense que c'est ça, c'est de se dire, mais c'est quoi l'alternative? Si on le fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puis il n'y a pas tant... Il n'y a pas de réponse. On peut s'engager socialement, tout ça, bien sûr, ça fait une différence dans la société aussi. Mais la politique, c'est là que les décisions sont prises. C'est là qu'on peut avoir la plus grande influence. Donc, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est que c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Malheureusement, on ne peut pas. Il faut passer par là. Fait que des fois, c'est pas toujours facile. Puis ça peut prendre énormément de temps. Puis je pense que c'est peut-être aussi de se dire de ne pas tout se mettre sur les épaules non plus, là, d'apprendre que on va peut-être progresser pas à pas, peut-être pas aussi vite que qu'est-ce qu'on veut, mais qu'on fait quand même une contribution. C'est ça, c'est la manière de faire. Puis après ça, tu peux pas dire parce que c'est désagréable de le faire, ne le faisons pas. Tu peux juste pas faire ça. Exact. Il faut trouver quand même son plaisir là-dedans. Là. C'est quand même, moi j'aime ça, la politique, quand même. J'aime ce que je fais. Tu vois quand même là, de façon très tangible comment tu peux aider les gens. C'est beaucoup dans le concret, dans le quotidien, que tu vois plus tes retombées que sur le système en général, qui c'est évidemment plus long à avoir des changements. Mais ça, c'est très, très valorisant. Puis c'est quand même grisant de penser que tu participes à des changements de société, même si ça peut être sur une plus longue période. Donc, je pense que puis ça t'amène à travailler beaucoup en équipe, à rencontrer tellement de monde, à t'intéresser à plein de choses. Donc, pour les gens qui ont une grande curiosité ou qui aiment, qui sont très sociables ou qui aiment les gens, en fait, parce que moi, je pense que c'est ça la plus grande qualité pour être élu, là. Il faut aimer viscéralement les gens. Il ne faut pas avoir de jugement, puis il faut pas... Fait que quand tu as ça, puis que tu sais la politique, ça t'apporte tellement que moi, je suis très reconnaissante, en fait, de pouvoir faire ça, même si, au final, oui, j'ai des frustrations, puis oui, ça va pas aussi vite que je voudrais, puis... Fait que c'est pour ça, j'imagine... C'est ça fait partie de la game, puis j'imagine que c'est pour ça que tu t'en vas te présenter pour la mairie après ça, parce que j'imagine que le concret est peut-être plus près, et plus proche, je veux dire. Fait que c'est ça qui t'allume de vouloir être mairesse de Longueuil? Oui, vraiment. Entre autres, là, parce que c'est vrai que le municipal, ça te permet d'être vraiment plus proche des citoyens. Puis moi, c'est ça qui me donne l'énergie, dans le fond. Là. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup d'élus. Donc, le municipal, tu es plus proche des gens. Puis effectivement, c'est comme des moins grosses machines. C'est un peu plus... C'est intense, quand même, surtout une ville comme Longueuil, quand même la 5e plus grande ville du Québec. Mais c'est un peu plus flexible, quand même. Et on peut voir peut-être les retombées plus rapidement des projets qu'on met en place. Et les villes peuvent vraiment agir sur un paquet d'enjeux plus macro, comme l'environnement, le vivre ensemble, l'économie locale, tout ça. Fait il y a vraiment des beaux défis pour les villes. Puis en même temps, nécessairement, moi, je vois ça aussi comme une espèce de laboratoire, plein de choses que j'ai envie de mettre en œuvre, que je me dis, si ça fonctionne bien à Longueuil, ça peut inspirer d'autres villes du Québec et même des paliers de gouvernement comme le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Donc, ça aussi, je trouve que c'est des défis intéressants. Ben oui, puis je veux dire, après ça, pour te présenter, je me dis que tu t'es bâti une équipe. Oui. Puis ça, comment tu bâtis une équipe? Comment tu... Une équipe de candidats, tu veux dire, ou plus une équipe d'organisation? OK. Une équipe de candidats, là, par exemple, moi, je savais mes besoins. Donc, je sais les districts qu'on doit... les districts qui existent à Longueuil. Donc, je me suis fait une espèce de grille avec comme des personnes potentielles à solliciter. J'ai fait le tour de mes réseaux, j'ai regardé ça, j'ai fait des analyses un peu des secteurs. Moi, c'est sûr que pour moi, c'est important d'avoir le plus possible des gens qui étaient implantés dans les quartiers où il allait se présenter. Okay. Donc, j'ai fait cette recherche-là en fonction qui vient de tel quartier, qui serait un potentiel bon, une bonne candidature, en fait, pour ce district-là. Pour moi, c'était vraiment essentiel d'avoir la parité entre les hommes et les femmes. Donc, ça, c'était sûr que c'était un de mes critères.
Je voulais amener plus de diversité au conseil de ville aussi parce que Longueuil, il y a à peu près 25% de personnes qui sont issues de l'immigration ou qui sont des minorités visibles, mais il n'y en a aucun actuellement sur le conseil de ville, ce qui est vraiment anormal. Donc, ça, c'était quelque chose que je souhaitais corriger. Je voulais avoir des gens aussi de différents âges, de différents types de profils, d'expérience. Donc, j'avais beaucoup de critères. C'est pour ça donc je me suis comme bâti un espèce de réseau, ben, c'est sérieusement bouillé. Là. Puis j'ai mis les gens dans mes petites cases, puis j'ai sollicité, j'ai sondé s'ils étaient partants de se lancer, puis ça a super bien été parce que presque ça a fonctionné à part. Il y avait certaines personnes qui avaient des contraintes professionnelles. Mais tu sais, j'ai lancé un peu des lignes, puis après ça, ben, avec les personnes qui étaient partantes, ben, là, j'ai comme poursuivi les discussions, puis il y en a certaines avec qui j'ai vraiment vu qu'on partageait des valeurs communes, donc je les ai comme invitées à joindre officiellement mon équipe. OK. J'ai vu que une des personnes avec toi dans ton équipe, c'est Sylvain Larocque, ça se peut-tu? Oui, exactement, l'humoriste-auteur Sylvain Larocque, oui, qui se présente dans le district de Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil. OK. Explique-moi, Catherine, parce que, tu sais, moi, j'ai suivi la saga Guy Nantel, puis, tu sais, moi, personnellement, en tant qu'humoriste, je pense que c'est un métier incroyable, être humoriste, puis je pense que quand tu es humoriste, tu deviens pas non plus nécessairement le porte-parole de tout le monde et de tout et de tout le monde. Puis quand j'ai vu Guy Nantel, j'étais comme, est-ce qu'il y a sa place, ce gars-là, et là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que qu'est-ce que Sylvain Larocque vient t'apporter dans ton équipe qui peut être intéressant pour toi? Est-ce que c'est pourquoi, en fait? Sylvain, lui, il se décrit comme un marchand d'idées, en fait. C'est sûr que lui aussi, il s'est demandé, est-ce que le fait que je fasse de l'humour, est-ce que ça a nuit à ma crédibilité? Moi, je dis, bien au contraire, tu es un artiste accompli, tu as fait plein de choses, non seulement un humoriste, mais tu es auteur et conférencier, c'est un gars brillant, qui a beaucoup à apporter pour sa communauté. Puis il dit, ben oui, c'est vrai, dans le fond, je pense que le fil conducteur dans tout ça, c'est que j'ai des idées, je les présente sur scène de façon humoristique, mais ça n'empêche pas que j'ai des idées pour la société, puis j'ai le goût, moi aussi, de faire une différence. Sylvain, ce qu'il disait, c'est que pendant la COVID, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même du temps à donner, puis qu'il aimerait ça redonner justement à la société qui l'a tellement soutenu. Puis il est très attaché à la ville de Longueuil, où il a habité la plupart de sa vie. Donc, j'ai entamé une discussion avec lui. Sylvain, en fait, au départ, m'avait simplement dit qu'il souhaitait m'aider dans mes campagnes, si j'avais des questions, si je souhaitais... peu importe. Il m'a vraiment offert son aide de façon très générale. Puis, dans nos discussions, à un moment donné, je me suis dit, sur le coup, je n'aurais pas osé comme lui demander, mais je me suis dit, pourquoi pas en jasant avec? Je me disais, il me semble qu'il serait un super conseiller municipal là, qui pourrait vraiment justement un modèle différent en politique. Ouais. Moi, c'est ça que je recherche. C'est pas genre, il n'y a pas un seul modèle. On veut casser le moule un peu. Exactement. Je cherche beaucoup à casser le moule, à essayer d'amener du nouveau monde, intéresser plus la population aussi à la politique. Puis ça, je pense que c'est en sortant des moules conventionnels du même profil typique tantôt dont tu parlais, l'homme blanc de 50 ans qui est avocat. C'est correct d'en avoir, mais il n'y a pas juste ça dans la société. Puis je pense que plus que tu as une diversité, probablement, plus que tu as de créativité qui t'amène à trouver des meilleures solutions pour la communauté, mais aussi, plus tu vas interpeller des gens différents, que tu vas leur permettre de se reconnaître, de penser qu'ils ont une place, une voix en politique, et donc de participer au débat public. Puis ça, ça ne peut qu'être sain. Moi, la question qui m'anime beaucoup politiquement, c'est comment rebâtir la confiance des citoyens envers justement la politique, comment impliquer davantage la population dans les prises de décision, comment stimuler la participation citoyenne. Tout ça fait en sorte que je pense que une personne comme Sylvain non seulement peut contribuer par ce qu'il est à ça, mais aussi par ses réflexions. Puis, tu sais, moi, il me l'a dit dès le départ, moi, je suis un gars direct. Tu vas voir, est-ce que je suis faite pour ça, tu sais, pour la politique? Parce que, tu sais, je ne répondrai pas nécessairement tout le temps de façon diplomate. Regarde, tu sais quoi? C'est vraiment correct. Puis, les gens, ils ont le goût d'avoir ça aussi en politique. Tu sais, chacun son style. Ouais. Moi, par exemple, je pense pas que j'ai la langue de bois, mais je sais que je suis une personne très diplomate. OK. Je pense que ça me définit, mais tu vois, Sylvain, lui, il n'a pas la langue de bois, mais il n'est pas diplomate. Puis c'est correct, il y a d'autres forces. Puis il y en a qui ont la langue de bois puis qui sont diplomates, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, non, j'avais le goût d'avoir une équipe vraiment diversifiée. Puis ça,
pour vrai, je suis vraiment, vraiment fière là, de l'équipe que j'ai réussi à rassembler pour Longueuil. C'est drôle parce que tu parlais de hockey tantôt, comme quoi tu aimais le sport et le hockey. Ça me fait penser à une équipe de hockey. Tu as tout le temps besoin du gros défenseur défensif, défenseur offensif, l'attaquant. Quand tu te munis de plein de sortes de joueurs, plein de sortes de candidats, de personnes dans ton cas, ça fait une équipe vraiment le fun puis colorée. Puis je pense que ça peut être cool, comme tu dis, d'avoir un gars comme Sylvain qui en effet est super direct. J'ai fait un show avec lui samedi passé, justement, j'étais avec Ah lui. ouais, c'est drôle! Ouais, il faisait un nouveau numéro au bordel, puis je l'écoutais, puis j'étais comme « Ah, c'est fou quand même que j'aie la chance de voir des gars comme ça qui ont fait du millage, puis qui sont là. » Puis là, tu me parles, tu sais, là, en faisant des recherches sur toi, j'ai vu qu'il était dans ton équipe, j'étais comme « Aïe, aïe, c'est donc bien rendu fou, comme là, non seulement c'est un humoriste, mais il va être, comment tu dis Conseiller ça? municipal. Conseiller municipal. Ouais. Toi, tu l'avais rencontré où, Sylvain? Tu es allé le chercher sur les réseaux sociaux ou tu l'avais rencontré dans une soirée? Non, je l'ai rencontré par ami interposé, en fait. OK. Vous aviez des amis en commun, puis ça a donné de même. Puis Ouais, voilà. ben quelqu'un que j'ai rencontré comme député, un citoyen de Longueuil qui OK. travaille dans le milieu de l'humour notamment. Puis m'avait dit, il y a telle personne qui habite à Longueuil. Puis à un moment donné, justement, il m'avait amené voir un show au bordel, justement. Puis il y avait Sylvain qui prenait une bière avec une amie, je pense. Puis donc, je l'avais rencontré de cette façon-là pour la première fois. On s'était ajouté sur les réseaux sociaux, puis on s'est comme commencé à se suivre un peu plus mutuellement. On se parlait une fois de temps en temps. Pendant la COVID, c'est ça, il m'avait dit qu'il avait le goût de m'aider. On avait fait un petit Zoom ensemble. On a vu qu'on s'entendait bien. On est allé prendre une petite marge en violon. Puis là, on a commencé à discuter, que moi, j'ai lancé la perche, là, de savoir si ça, pourquoi pas, si ça tentait de se lancer en politique. Ben, très cool. C'est de même que tu te fais des contacts en prenant des marches Oui, mais dehors. pendant la COVID, j'ai pris souvent des marches dehors. Oui. Je pense que j'ai convaincu tous mes candidats par une marche. D'ailleurs, c'était très sain. Écoute, j'ai monté mes statistiques de pas par jour là, que je suis dans mon téléphone cellulaire. OK, t'es vraiment une multitask, là, tout en un. Les meetings en même temps que le training. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est une bonne habitude à prendre. Je me suis dit, il faut continuer à faire ça, des meetings en marchant. Oui, absolument. C'est encore mieux, ça met en forme. Mais oui, vraiment. Si tu parles à quelqu'un à peu près comme moi, tu sais, quelqu'un qui est intéressé par la politique, mais c'est difficile parfois, je trouve, d'embarquer de quelqu'un qui connaît bien ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu connaisses tout, puis je trouve ça difficile de s'accrocher à tout, puis d'essayer de... Tu sais, maintenant, avec la désinformation, c'est important de faire attention où est-ce que tu t'informes, puis comment tu dis à quelqu'un à peu près comme moi qui essaie tant bien que mal de s'informer, puis qui veut le plus possible connaître ses villes, son Québec, son endroit, comment tu peux me motiver à plus être informé? Comment te motiver à être plus informé? Bien, évidemment, je dirais que c'est super important d'être informé parce que les décisions qui sont prises, elles ont une influence importante sur nos vies respectives. Puis on aime toujours, c'est un peu cliché de dire ça, là, mais on aime ça chialer, mais en même temps, si on participe aux décisions puis si on ne s'informe pas, on a un peu ce qu'on mérite dans un sens. Là. Donc, si il y a vraiment des choses qui nous préoccupent, on veut changer les choses, il n'y a pas d'autre moyen. Tu sais que je le disais tantôt quand on parlait du cynisme, on peut chialer tant qu'on veut, mais si on ne prend pas les moyens pour changer les choses ou pour s'impliquer ou pour avoir une influence, ben ça va rester comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts, puis que l'humain, là, on est résistant au changement. Tout le monde l'est. Tout le monde l'est, que ce soit sur le plan personnel. Fait que ça se répercute sur une société aussi. Donc, s'il n'y a pas des agents de changement, s'il n'y a pas des gens qui prennent ce leadership-là pour amener la société à évoluer, et des fois c'est long, ben ça se fera pas. Ça se fera pas parce que c'est trop facile, c'est trop confortable de rester au même endroit. Puis c'est un peu ça aussi pour l'intérêt, tu sais, c'est sûr, ça peut être plus fun d'écouter une série sur Netflix que d'écouter les nouvelles. Je sais pas, tu sais, c'est sûr que ça dépend des intérêts de tout et chacun, mais des fois, de juste faire un petit peu, tu sais, Moi, je pense que la curiosité, c'est quelque chose qui se stimule. Puis je pense que c'est important dans un développement humain, de dire, OK, ben, je vais essayer de m'intéresser à des choses différentes, à prendre un petit peu de temps comme en dehors du divertissement. Puis c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a tellement d'œuvres de divertissement que je comprends là, qu'on est tout le temps plus tenté d'aller vers ça.
ça me conforte plus que, tu sais, de voir... puis après ça, on aurait pu parler des médias aussi, je suis un peu aussi critique. Mais n'en demeure pas moins que c'est vraiment important de faire attention, justement, de suivre l'actualité, parce que ça peut nous éveiller à plein de choses dont on n'est pas nécessairement conscient. Ça nous fait de nous, je pense, une meilleure personne en s'informant plus. Puis peut-être que ça va vous développer des intérêts ou même, qui sait, une passion pour un sujet en particulier qui va vous pousser plus tard à vous engager puis à laisser votre marque autour de vous, dans votre communauté, dans votre société. Pour moi, je vois ça un peu comme une responsabilité, un devoir de citoyen. Devoir de citoyen, oui. Ouais. Mais Puis, c'est bon, c'est personnel. Oui, absolument. Puis, je veux dire, comme je te dis, tu sais, des fois, tu veux t'informer, mais tu sais pas par où le faire, par où le prendre. Puis on s'entend que maintenant, avec Facebook, tu penses que tu t'informes quand tu t'informes pas bien. Tu sais. Oui, c'est ça. Il faut tout le temps faire attention là, aussi avec les algorithmes et tout ça. Les réseaux sociaux ont tendance à vous montrer probablement ce qui vous intéresse déjà. Donc, pas à développer des nouveaux intérêts. Là. C'est ce qui vous intéresse déjà. Puis aussi, à vous montrer du contenu qui va vous plaire. Donc, ça ne va pas être confrontant. Ça ne va pas vous amener à avoir des réflexions. Ça va pas... Donc, il y a cette difficulté-là. Donc, c'est sûr que c'est facile peut-être plus de s'informer sur les réseaux sociaux, mais c'est pas très compliqué non plus d'aller sur le site web, des médias, de s'informer. Moi, ce que je suggérais, en fait, très pratico-pratique, le Devoir, par exemple, ils ont une infolettre quotidienne. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site du Devoir, puis vous allez recevoir un courriel par jour, puis à la fin de la journée, qui fait comme un récapitulatif de la journée, de ce qui s'est passé dans l'actualité, des faits saillants. Ça vous donne les liens vers les articles si vous voulez aller plus loin, mais autrement, c'est les grands titres avec un petit résumé. Et ça, déjà, c'est quand même... Moi, je la reçois. C'est super intéressant pour pouvoir s'informer. Je sais qu'il y a d'autres médias qui le font aussi. Moi, je suis abonnée à celle du Devoir. De mémoire, je crois que c'est gratuit d'avoir l'infolettre. Donc, ça aussi, si vous n'êtes pas trop du genre, si vous n'avez pas la télé ou le câble, c'est possible de le faire. Puis sinon, il me semble que Radio-Canada rend disponible ses téléjournaux en Facebook en direct. OK. Donc, vous pouvez aller, je pense, sur la page de RDI. Les gens peuvent écouter, donc même si tu n'as pas le câble, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes justement qui n'ont pas le câble, parce que ça pose une autre question pour les médias traditionnels, mais c'est ça, je crois que Radio-Can l'offre sur ses plateformes. Donc, ça aussi, c'est possible de faire. Une petite 30 minutes, les 30 premières minutes bien investies. Je sais que les bulletins de nouvelles de nouveau aussi sont disponibles en ligne, peut-être pas en direct, mais en tout cas, sont déposés très rapidement. Nouveau qui va aller plus, qui va pas nécessairement faire un tour aussi exhaustif de l'actualité de la journée, mais ils vont plus aller creuser certains sujets, mais c'est vraiment c'est très intéressant aussi. C'est un nouveau service d'information au Québec. Donc, ça aussi, c'est peut-être plus user-friendly, entre guillemets, pour les jeunes. Puis on peut comme l'écouter quand on veut. Puis c'est intéressant. C'est cool que tu nous donnes tes sources d'informations. C'est intéressant à savoir. Puis moi, personnellement, pour les gens qui écoutent, s'il y en a qui veulent s'informer à l'international, souvent, ce qui est quand même facile aussi sur Instagram, tu as quelques pages assez intéressantes, dont une que je suis, qui s'appelle Ride the News. Et c'est... je ne sais pas si tu la suis ou si tu la connais. Je vais aller voir ça. Ride the News. Et c'est des slides, en fait. C'est des histoires qui se passent à l'international qui se slide. Fait que tu as comme 12 photos, mettons. Puis chaque photo, c'est un petit texte explicatif sur ce qui se passe je pense que la semaine passée, il y a eu l'histoire de John McAfee, qui est le gars qui faisait l'antivirus. Exactement ça, ici. Je vais aller m'abonner. Abonne-toi, ça c'est super intéressant, ils font des stories. Puis, tu sais, je veux dire, notre génération à nous, les gens jusqu'à, je sais pas, 35 ans, qui utilisent beaucoup Instagram, tu regardes des stories, tu tombes là-dessus, tu t'informes sans même le vouloir. Fait que des fois, ça peut être intéressant de le faire. C'est ça. Il y a plein de pages comme ça quand même d'actualité. Ouais. Il me semble que moi, je suis une page que c'est comme juste des bonnes nouvelles à l'international. OK. Ah ouais? Ça peut être le fun, ça, des fois, d'avoir... c'est cool, mais il y a des initiatives comme ça, quand même, qu'on peut suivre. Puis c'est sûr que c'est pas comme exhaustif, encore une fois. Mais c'est le fun. Ça nous permet de rester quand même branché sur l'actualité. Puis toi, est-ce que ton compte Instagram, tu l'utilises professionnellement ou tu es comme... Je l'utilise pour Catherine Fournier? J'utilise pour Catherine Fournier. Puis Catherine Fournier, c'est aussi une députée, c'est aussi une candidate à la mairie, puis c'est aussi une jeune femme de 29 ans. Fait que c'est vraiment de tout... c'est tout mélangé. Là. C'est autant perso que professionnel. Fait qu'on peut s'abonner pour avoir le overall de cette femme-là. Tout à fait. C'est sur mon compte Facebook, ma page officielle, c'est plus pro.
Oui. Mais Instagram, il y a plus de personnel. Donc, oui, on peut s'abonner à mon compte Kat Fournier QC. Kat Fournier QC, très cool, qui ressemble beaucoup à Québec QC C'est voulu. Connerie QC. Pas avec connerie, mais c'est voulu pour le QC pour Québec. Ben, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Avant qu'on se laisse, j'ai juste une dernière question pour toi que je trouve vraiment intéressant, que je fais souvent avec les gens que je reçois. Je trouve ça intéressant de poser cette question-là parce que ça nous fait quand même réfléchir. Puis, c'est ça. La question, en fait, c'est mettons que tu rencontres Catherine Fournier de 16 ans, la fille qui arrivait en retard à ses cours, qui avait probablement la frange ici, à l'avant, comme ça. Si tu croises cette jeune fille-là, puis elle est assise devant toi, puis elle te demande des conseils sur les prochains 10 ans de sa vie, tu lui réponds quoi? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ça va bien aller. Suis ton instinct, en fait. Parce que plus tard dans ma vie, j'ai toujours, comme je disais, j'ai été très fonceuse, tout ça, mais j'ai souvent rencontré des gens qui ont tenté de me ralentir dans mes ambitions, de me faire douter de moi-même. Je me suis tellement fait dire souvent, prends plus ton temps, tu vas te brûler à faire trop de choses, t'es trop intense dans tes implications, tout ça. Puis, c'est quoi, moi, j'étais bien. Ça me faisait... J'avais du plaisir à faire ce que je faisais. Je me suis jamais sentie là, que j'avais trop de choses. Au contraire, plus que j'en ai fait, plus que j'aimais ça, plus que j'ai développé ma passion. Donc, si j'avais à écouter les gens qui m'avaient dit « Fais pas ci, fais pas ça, t'en as trop sur les épaules. » Non, tu sais, moi, évidemment, il y a des choses que j'ai refusées dans ma vie parce que j'avais pas d'intérêt ou parce que oui, je sentais que j'en avais trop, mais tout ce que j'ai fait, c'est parce que je sentais que je pouvais livrer la marchandise et que j'étais capable de le faire. Donc, c'est un peu le conseil que je me donnerais juste pour prévoir à l'avance que ça m'arriverait, parce que c'est sûr que ça m'a fait douter à des moments dans ma vie, mais j'ai quand même finalement fait ce choix-là que je ne regrette pas là, de suivre mon instinct et tout ça, et suivre mon cœur et ce qui m'animait. C'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais ben non, c'est tellement ça. Tu sais, je pense qu'on fait sa chance en partie dans la vie. Ouais. Et c'est sûr que j'ai été chanceuse, mais j'ai travaillé pour. Puis j'ai accepté, tu sais, quand j'avais des possibilités, des belles occasions, je les ai prises. Je les ai prises pas en m'assoyant sur mes lauriers, mais en travaillant fort. C'est ça là, qui fait la différence. Mais non, je changerais pas grand-chose. Fait que c'est le conseil que je me donnerais. Peut-être juste changer ton nick MSN pour quelque chose de moins frère Scott, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'était pas super. J'avais pas une adresse Hotmail, genre... Ah non, hein? Surf, Cat Surf... Non, c'était 492. C'était quand même très relax. OK, quand même. Tu vois, moi, c'était Jérémy Baramba N19 pour numéro 19. C'était mon numéro au hockey. Mais j'ai connu quand même des Dave Baramba Civic, Baramba Bike Mountain. C'est toujours ton ami qui garde cette adresse-là, courriel, beaucoup trop longtemps à l'âge adulte. Puis là, après ça, il envoie des CV à des entreprises, puis c'est ça, t'es comme... Faut que tu l'écris dans ton CV. Non. Ouais, non, fais pas ça. En fait, le plus gros conseil de Catherine, c'est ne fais pas ça. Change de courriel. Exact, change tout de suite. Là, si et voilà. Fait que Catherine, merci tellement d'être venue sur mon podcast. C'est super apprécié pour vrai. Ben, ça me fait plaisir, entre fourniers, là, de se supporter un peu comme ça. Easy peasy. Juste avant qu'on se quitte, puis en passant, je le dis rapidement, mais quand je vais faire cliquer End, je vais t'avoir encore avec moi, fait que va-t'en pas, fais pas X. Parfait. Mais oui, c'est ça, juste avant que tu partes les élections pour la candidature à la mairie, c'est quand ça exactement? C'est quand est-ce qu'on... C'est le 7 novembre. C'est le 7 novembre, OK, parfait. Fait que c'est sûr que le podcast va être sorti avant, sinon je l'aurais sorti avant, c'est clair. Fait que le 7 novembre, les gens de la municipalité de Longueuil vont pouvoir voter pour que tu aies la candidature. Puis sérieusement, Catherine, je te le souhaite énormément. Je trouve que tu es une fille qui est déterminée, qui a de l'entrain, tu as des idées, puis j'aime ta personnalité. Fait que je te le souhaite énormément. Ah, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast. Puis j'espère qu'on va se recroiser au bordel, peut-être, éventuellement. Là. Je sais pas oui, au plaisir. Vous allez voir mes collègues humoristes de Longueuil, Sylvain, là, va nous donner. Parfait. Bon, salut Catherine, merci beaucoup. Merci, bye bye.
Merci tout le monde d'avoir été là. Putain! Pourquoi j'ai crié putain au début de mon outro? Ça doit être dur à suivre quand même pour vous autres, hein, qui regardez le podcast en vidéo. Là. Tu regardes ça de même en vidéo, t'es comme coudonc, il change tout le temps de linge puis de décor. J'ai pas encore fini cette pièce-là, tout le monde. C'est mon petit bureau. Éventuellement, je vais mettre des petites photos sur le Patreon. Là. Vous allez voir que ça va être le fun. Ça va être très le fun. Merci d'avoir écouté le podcast, tout le monde, avec Catherine Fournier. Gros podcast. Putain, j'allais dire putain encore. C'était vraiment le fun. Honnêtement, j'étais stressé, j'étais nerveux pour ce podcast-là parce que j'étais comme, moi, je suis pas le gars qui est capable de suivre là, en parlant de politique. Tu sais, ça fait quand même comme, mettons, 2-3 ans que je commence vraiment à regarder ça, vraiment à m'intéresser parce que c'est important. Mais, tu sais, si tu creuses dans les vieilles années, moi, je n'étais pas là. J'étais en train de triper à Calypso constamment. OK? Fait que c'était stressant pour moi de faire ça. Fait que je me suis quand même préparé. Puis, j'ai vraiment aimé le podcast. À un moment donné, j'avais comme une douzaine de questions à poser. Puis, à un moment donné, j'étais comme, hey, je n'ai pas posé la moitié encore. Là. On était rendu à 45 minutes. J'étais genre, tabarnak, OK? Elle était superbe, Catherine, sérieusement. Une fille tellement comme ordinaire, authentique, comme fille. J'avais l'impression que j'aurais pu la croiser, cette fille-là, dans un souper, puis jaser avec, puis un moment donné, elle est comme oui, oui, moi, en passant, je me présente à la mairie, puis je serais genre arrête-moi ça, Kat, Chris, tu niaises. Tu viens juste de prendre un shot de uppercut, Chris. C'est impossible que, que tu te présentes à la mairie. Je le verrais pas comme ça. On dirait que dans ma tête, les politiciens ont toutes la même face. Là, un petit complet, les gros cernes, la petite face blanche. Ben, c'est ça aussi le problème, Chris. C'est tout le temps, quand tu penses aux politiciens, c'est tout le temps des hommes blancs et riches. Mais ça fait du bien, ça fait changement d'avoir une fille quasiment de notre âge, les gens qui écoutent, là, en passant. Là, les statistiques, on est dans le 25-35 à peu près. Là. Fait que c'est pas mal ça. Je pense qu'elle a 29 qu'elle dit. Fait que c'est cool de voir qu'il y a des gens de cet âge-là qui s'en vont. Qui ont des buts comme ça, en politique, c'est vraiment, vraiment débile. Surtout que c'est une fille comme. J'ai essayé d'en parler un peu avec elle, puis clairement qu'elle m'a dit que c'était difficile, mais tu veux pas non plus, quand tu te présentes à la mairie entre toi et moi, là, tu veux pas non plus dire, ben écoute, moi te le dire, là, quand je suis rentré dans certains partis, il y a des vieux monsieur qui étaient comme toi, là, elle voulait pas, je pense, trop euh, en parler peut-être de ça, mais j'ai un feeling que ça a dû arriver. J'aurais aimé ça prendre un café avec, puis jaser, puis être comme sérieux, Kat, là. Tu t'es-tu fait dire par un bonhomme telle affaire, puis après ça, on m'a dit genre check, je peux pas trop le dire, mais oui, parce que toutes les filles se font dire des affaires par des vieux bonhommes qui sont comme non, non, mais c'est des jokes. Non, non, décroche Sylvain, là. Dire à quelqu'un qu'elle a un beau cul, c'est pas une joke, c'est calissement déplacé. Mais fait que c'est vraiment intéressant de voir que tu peux être ce genre de fille-là, ordinaire, authentique, qui aime la politique, qui aime s'informer, et te présenter à la fucking mairie et probablement remporter le prix, pas le prix, mais remporter la course à la mairie. Fait que c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir ça. Ça sort ça sort. Je parle comme si c'était un show. Je parle comme si c'était un one-man show. Mais ça commence en novembre. Je pense que ça va être dit en novembre, même. Fait que suivons ça, tout le monde. Ça va être vraiment intéressant. Les gens qui viennent de la Rive-Sud, là, si votre mairesse, c'est Catherine Fournier, vous allez tellement triper. Là. Comme Catherine Fournier qui travaille avec Sylvain Larocque. J'ai dit Sylvain tantôt dans mon énonciation de déplaçage, de call déplacé. Et je ne parlais pas de Sylvain Larocque, d'accord? Donc, oui, j'ai hâte de voir ça. Ça a été vraiment cool comme podcast. Comme je dis, ça a passé quand même très vite. On s'entend, là. On a jasé de sa famille, ma blade, son background, mais ça a vraiment passé vite. Si jamais tu écoutes en ce moment encore, j'aimerais savoir qui écoute jusqu'au outro, pour vrai. Je me demande, on est je pense que c'est le 6e, ça va être le 7e épisode. Je me demande, y a-tu des gens qui écoutent jusqu'à ici ou pour le moment, je parle tout seul, puis ça sert à rien que je fasse des outros, tu comprends? Fait que dis-moi, laisse-moi un message, envoie-moi un courriel, peu importe, dis-moi, oui, moi, j'écoute tes outros jusqu'à la fin. Parce qu'il y a du stock inédit, là, vraiment, jusqu'ici. Là. Quand tu es rendu jusqu'ici, c'est que tu es à peu près, mettons, tu es rendu à Lévis, tu arrives bientôt, mettons, au centre-ville, puis tu écoutes l'outro, mais tu es un peu dans ta tête parce que ça fait 3 heures que tu écoutes un podcast.
Puis là, ben, t'arrives à mon outro, puis t'es comme, je peux pas toucher mon sel, je conduis. Fait que là, t'es comme pogné à m'écouter. Fait écris-moi si t'es la personne qui écoute. Et aussi, si jamais vous avez des idées de gens que vous voulez recevoir sur le podcast, je veux recevoir n'importe qui, excepté les gens qui font, tu sais, mettons, les gens, les gens de ma famille, mettons. Tu sais. Il y en a qui me disent ça, des fois, des gens proches de moi qui sont comme non, non, mais ça serait bon sur son podcast que tu m'interviewes. Non, non, je ne vais pas t'interviewer sur mon podcast. Mais si vous avez quelqu'un qui fait quelque chose qui est impressionnant, qui est le fun, qui est différent, go, shootez-moi ça. Des gens inspirants. J'aimerais savoir des gens inspirants sur le podcast, des athlètes, des sportifs, des artistes. Je vais recevoir des humoristes bientôt. Donc, yeah! Si tu as des chanteurs, des rappers que tu connais, go, dis-moi. Alors, laisse-moi un petit commentaire. Et pour finir, encore une fois, le podcast est sur toutes les plateformes. Si ça te tente de partager le podcast, fais-les, parle-en, like, subscribe, abonne-toi, rédige un avis si jamais tu aimes ça. Si, mettons, tu étais sur Apple Balado, là, tu peux aller rédiger un avis. Laisse-moi une étoile, fais-le. Ce qui se passe, c'est que Apple Balado, eux autres, ils font comme OK, tu sais quoi, il y a des avis, il y a des étoiles, cool, on va le pousser vers en haut. Fait que quand les gens vont sur leur application, ils voient le podcast. Puis ils voient le nombre d'étoiles puis le nombre d'avis. Fait qu'ils peuvent lire. Ah, ça a l'air cool, ça a l'air le fun. Fait que go, fais ça. Si t'es sur Spotify, je sais pas si ça se fait. Laisse une note, je sais pas. Et parle-en à tes amis. Parle-en aux gens que t'aimes. Mais sinon, je vous souhaite positivité, amour. Et on se revoit dans un autre épisode, mesdames et messieurs, de TC Seray.